Bonjour à tous, voilà, c'est parti pour le ZCL de toute la semaine. Ce ZCL, bien sûr, post-cyclonique, comme vous l'imaginez, avec plein de reportages et d'interviews en rapport avec ce qui s'est passé il y a presque une semaine. On salue Mendy, bonjour. Bonjour Danick. On salue Madame Gustave Diduflo, Sylvie Gustave Diduflo, qui est vice-présidente de la région et qui est tout, justement dans le pôle opérationnel. On va parler avec vous tout à l'heure de tout cela. On devrait recevoir au moins au téléphone Monsieur Max Évariste, puisque vous savez, une dizaine d'organisations syndicales et politiques se réunissent ce soir pour voir d'abord pour dénoncer un petit peu l'incurie du gouvernement français, mais aussi pour voir comment aider les populations des îles du Nord. Et puis nous recevrons aussi un peu plus tard un architecte guadeloupéen qui viendra nous expliquer un peu ce que les maisons de Saint-Martin étaient faites en carton-pâte ou en papier. Et aussi, on parlera avec la sécurité sociale. Mais là, c'est un problème tout à fait particulier sur le problème de la retraite, puisqu'il faut quand même y penser, puisqu'en Guadeloupe, on n'a pas été, heureusement, très touché par ce cyclone, par ces événements. Voilà, on va faire tout de suite le déroulé des titres de l'information et c'est Mendy. Merci Danick. Nous sommes donc le lundi 11 septembre. On se rappelle, il y a 16 ans, les États-Unis étaient touchés donc par ces attentats au WTC. Alors, voyons donc les titres de l'actualité. Irma a diminué en intensité, il est devenu donc maintenant une tempête et pourtant il a frappé donc la Floride dans le week-end avec une énorme marée d'eau. Nous verrons des images au cours du journal. Et nous aurons également un témoignage poignant de cette femme venant de Saint-Martin avec ses enfants et avec des enfants de parents qui sont restés là-bas. Nous écouterons un petit peu comment donc elle a vécu cet horrible accident. Et puis nous terminerons avec le coup de gueule d'Élie Domota concernant donc le rapatriement des personnes. Il n'est pas évidemment resté insensible face à cette prise en main plutôt lente donc de l'État. Voilà donc pour les titres d'Annick. Merci Mendy qu'on va retrouver tout à l'heure. Tout de suite, je vous le disais, nous allons recevoir Madame Sylvie Gustave Diduflo qui est vice-présidente du conseil régional et en général elle s'occupe de problèmes de biodiversité, d'environnement, d'écologie, mais cette fois-ci vous êtes au cœur même de ces événements. Alors quel est le rôle de la région dans la situation actuelle ? Alors bonjour à tous, bonjour à tous vos téléspectateurs. Le rôle de la région, c'est un rôle humanitaire. Oui. Puisque finalement, nous n'avons pas de compétences majeures dans ce domaine. Mais avec le président Richalus et les élus régionaux, nous avons voulu très vite, très tôt, organiser cette aide. En fait, aujourd'hui, la région joue un rôle de facilitateur, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des associations qui veulent faire partir de l'aide, de la collecte, du matériel. Aujourd'hui, la région Guadeloupe est en capacité de mettre des barges qui peuvent acheminer toute l'aide et les collectes réalisées. Nous avons également travaillé avec les communes et l'association des maires, puisque les collectes individuelles sont récupérées sur des lieux de collecte communaux. Et ensuite, la région Guadeloupe organise des tournées de camions pour récupérer ces collectes et les acheminer sur le port, où ensuite nous les faisons partir. Alors, Madame Gustave Diduflo, vous êtes allée à Saint-Martin. Qu'avez-vous vu exactement? Vous êtes passé très rapidement, enfin, vous avez jeté un œil sur ce qui s'est passé? Oui, effectivement, une mission régionale. Nous sommes allés vendredi dernier. C'était surtout à la rencontre de la collectivité de Saint-Martin. Oui. Et c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu un paysage complètement dévasté qui nous a énormément rappelé le cyclone Hugo, les effets du... Empire quand même. Empire, puisque en fait, il y a eu des vents qui ont atteint 360 km/h. Et je pense que si on devait classer l'ouragan Irma, ce serait probablement un ouragan de classe 6. Ils vont inventer la classe 6. J'ai cru comprendre que les météorologues aujourd'hui sont en train de penser à la classe 6. Oui, on est en train de réévaluer l'échelle d'intensité des cyclones. Alors, que vous dire
Premièrement, beaucoup de maisons dures ont carrément explosé, le toit est parti et sous la pression du vent, beaucoup de murs se sont effondrés. 100% du réseau EDF, des lignes électriques sont par terre. En ce qui concerne la communication, Orange a pu rétablir sur certaines zones, comme Marigot. Et puis, l'usine de dessalement avait des problèmes techniques, puisque l'usine a été touchée, donc il n'y a pas de distribution d'eau potable. Et enfin, nous avons rencontré une collectivité territoriale de Saint-Martin, le président Daniel Gibbs, très digne, très courageuse, cette collectivité, pour pouvoir apporter du secours aux gens et surtout remettre Saint-Martin en état de marche. Et puis, il ne faut pas oublier que vendredi, nous étions à l'interface de 2 cyclones, Irma qui était partie et José, dont on ne savait pas encore son impact avec précision sur Saint-Martin. Sur le plan humain, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Enfin, il y a du vrai, il y a du faux, mais on a parlé de pillage. Bon, ça c'est récurrent. On a démenti le fait qu'il y ait 250 prisonniers évadés, mais la situation sur le plan humain est particulièrement difficile et on le verra, on l'a vu dans d'autres chaînes, dans des reportages. Beaucoup de Guadeloupéens se disent, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de discrimination dans le départ? Alors, il y a beaucoup de légendes urbaines autour de la catastrophe de Saint-Martin. On nous a parlé de corps qui flottent. Je n'en ai point vu. De centaines de corps, bon, on n'en a pas vu. De centaines de corps. Oui. Aujourd'hui, on répertorie une dizaine de morts. Et, 7 disparus. Hein. Et voilà, à peu près une dizaine de disparus aussi. Oui. Il me semble que ces chiffres-là sont beaucoup plus justes. Pourquoi? Parce que les axes secondaires n'étaient pas encore dégagés et il est fort probable que dans les maisons individuelles, on puisse trouver des corps de ci et de là, de personnes qui n'auraient pas pu évacuer pendant le cyclone. Oui. Mais ce fantasme de 1000 corps qu'on aurait cachés ou serrés quelque part, il faut que la population fasse extrêmement attention parce que la population de Saint-Martin est dans une situation de détresse et je pense que dans ce cas-là, il faut avoir une information la plus juste, la plus lucide pour pouvoir interagir avec la population de Saint-Martin. Alors, je voulais faire juste une petite remarque sur le nombre de morts. Alors, pour l'ensemble de la Caraïbe, on compte à peu près une trentaine de morts. Oui. Mais pour seulement Saint-Martin, il y a déjà 10 morts et 7 disparus. Ce qui veut dire que Saint-Martin, qui est à peu près la grandeur de terre enfin des îles des Saintes, a cumulé plus de morts que tout l'ensemble de la Caraïbe. Il y a quand même un problème là. En fait, il faut regarder aussi, prenons l'exemple de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Oui. D'accord ? Il faut voir aussi l'impact du cyclone dans chaque île. Oui. Puisque même si le cyclone est passé, mais il n'est pas passé de la même manière sous Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est clair. Typiquement, du côté de Saint-Barthélemy, je ne crois pas qu'on déplore des... Il n'y a pas de mort. Hein. Il n'y a pas de mort. Jusqu'à maintenant, il n'y a même pas de blessés, je crois. Non, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, à ma connaissance. Et les dégâts sont extrêmement limités sur le bâti. Oui. Alors que Saint-Martin a visiblement été au cœur de l'œil du cyclone, puisque ce sont les vents après l'œil qui ont été particulièrement violents. Oui. Donc vous voyez, il se pourrait bien que sur l'ensemble des îles de la Caraïbe, que l'impact du cyclone Irma ait été beaucoup plus fort sur l'île de Saint-Martin, dû à la proximité du passage de l'œil, que les autres îles en question. Ce qui peut expliquer le nombre de morts. Ce qui peut expliquer le nombre de morts. Par exemple, nous, Irma est passé à proximité et même pas un Banyani n'est tombé. Oui. Donc vous voyez. Tant mieux, on ne va pas se plaindre. Hein? Non, on ne va pas se plaindre. Oui. Alors, l'autre chose, c'est un petit peu, bon, on l'a entendu sur tous les médias, on l'a dit, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais on a vu aussi la réalité. Je le disais tout à l'heure en ouverture, c'est le manque de réactivité, je suis gentil pour ne pas dire l'incurie de l'administration française ici. Qu'est-ce qui se passe puisque vous êtes en contact avec ces gens-là de par vos réunions? Est-ce qu'ils traînent les pieds ou est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de réagir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'on ne sait pas parce que nous, on participe pas en tant que journaliste à ces réunions? Alors je crois, simplement ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons constaté un manque de coordination avant et dans les premières heures qui ont suivi le passage du cyclone, de l'ouragan Irma. Oui. Et c'est vrai qu'il a fallu que le président Richalhu et le département et les autres collectivités puissent avec insistance réclamer cette coordination auprès des services de l'État. Oui. Ça c'est le premier point.
Or, vous avez une équipe préfectorale qui vient d'arriver, qui n'a peut-être pas une connaissance du territoire et des interlocuteurs appropriés. Et à côté, vous avez des collectivités qui sont expertes dans la gestion de crise. Ce qu'on appelle la culture cyclone. Nous avons la culture cyclone. Et puis, même sur notre territoire, mais nous sommes intervenus en Haïti pour le tremblement de terre, aussi. pour la Dominique. Oui. Donc, nous savons, même à Saint-Martin, dans d'autres circonstances d'ailleurs. Pour le cyclone Louis, par exemple. Donc, nous avons cette culture experte et nous avons des techniciens experts en région pour gérer ce type de crise. Donc, il y a eu ce flottement de l'État, je dirais, et donc, depuis 2-3 jours, le préfet en a bien pris conscience et nous avons enfin pu avoir des réunions de coordination entre les services de l'État et la préfecture. Après, c'est vrai que sur le terrain, l'impatience se fait sentir, puisque nous sommes à 5 jours après le cyclone. Oui. Tout à l'heure, avant d'arriver, je recevais un père de famille qui a eu son fils seulement hier, je crois, et son fils lui a dit « je n'ai plus rien à manger et à boire ». C'est un étudiant qui se retrouve dans une maison un petit peu démunie, etc. etc. Donc, il se pose la question du rapatriement de ces personnes. Des Guadeloupéens, parce qu'on a laissé entendre, j'ai entendu la ministre dire que tous les Guadeloupéens, tous les Saint-Martinois ne veulent pas rentrer en Guadeloupe. D'accord, mais il y a des Guadeloupéens, des enseignants par exemple, ou autres qui étaient en Saint-Martin à cette période-là, qui voudraient bien entrer. Quid de ces gens? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ils vont être rapatriés s'ils le souhaitent? Alors, hier, nous avons eu une réunion avec la préfecture. Le recteur a interagi avec le préfet en disant qu'il y avait 900 personnels de l'éducation nationale à rapatrier. Donc, je crois qu'il y a eu des réunions là-dessus, mais je n'en sais pas plus. En ce qui nous concerne, le président Harry Chalus a très clairement dit que nous étions prêts à affréter des navettes maritimes pour aller chercher les gens. Ils sont réquisitionnées, ces navettes? Ces navettes sont réquisitionnées par la préfecture, mais la préfecture ne s'en sert pas. Ah bon, on les a réquisitionnés, mais ils brassent vieilles. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, le président Harry Chalus et la collectivité, nous sommes prêts, dès que nous avons le feu vert de l'État, pour pouvoir envoyer ces navettes et ramener du monde, puisque effectivement, il y a des gens qui n'ont plus rien à faire à Saint-Martin, des Guadeloupéens qui ont un pied à terre et qui voudraient rentrer en Guadeloupe, des enseignants qui, de toute manière, savent que la rentrée ne sera pas possible avant quelques semaines, des étudiants, des lycéens, etc., qui veulent pouvoir également rentrer pour pouvoir démarrer une année scolaire. Donc, très clairement, la collectivité régionale, nous sommes offensifs sur ce domaine. Nous voulons affréter des navettes pour aller récupérer les gens qui souhaitent partir. Alors, il faut savoir que nous ne pouvons le faire que par voie maritime, puisque l'aéroport n'est toujours pas, n'a toujours pas réouvert sa circulation au transport civil. Voilà, au transport civil. Autrement dit, pour aller à Saint-Martin aujourd'hui, on est obligé de passer par le filtre de la préfecture, c'est bien ça? En tout cas, en fait, c'est un peu normal, puisque quand vous affrétez une navette, vous avez des problèmes de sécurisation à mettre en place, d'une part, et puis d'autre part, vous avez le contrôle d'identité qui doit se faire par la police des frontières, et tout cela est régi par les services de l'État. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui affréter une navette sans avoir toutes ces autorisations de l'État. Mais est-ce qu'on peut les avoir, ces autorisations, facilement? Nous y travaillons depuis plusieurs jours. Et ça n'aboutit pas pour l'instant? Pour l'instant, ça n'aboutit pas. Bon, alors, donc, il y a de quoi énerver certaines personnes qui se plaignent. Un autre problème qui se pose, c'est la distribution des denrées alimentaires. Alors, on envoie de l'eau, il y a des collectes qui sont organisées un peu partout par de multiples organisations, associations. Vous l'avez même parlé de l'association des maires, la région, le conseil général, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut garantir aux Guadeloupéens qui font le geste de donner de l'eau, de donner des médicaments ou des denrées alimentaires, que ces choses vont arriver aux Saint-Martinois réellement et à temps?
parce que les gens meurent de faim. Oui. Alors, j'ai vu, le préfet nous a fait un point là-dessus en nous disant que la sécurité civile, c'est-à-dire les militaires, sont engagés à la distribution de l'aide en eau, des vivres, etc. Nous, lors de notre mission à Saint-Martin, nous avons travaillé avec la collectivité de Saint-Martin, Oui. ce qui fait que tout ce que nous acheminons en termes de vivres, en termes de matériel, et tout est pris en charge par la collectivité, réceptionné par la collectivité, sécurisé par la collectivité, et la distribution se fait également sous l'autorité de la collectivité de Saint-Martin. Et qui mieux que la collectivité et ses élus connaissent les besoins du territoire. Donc nous avons travaillé sur ce canal. Parce que hier, il y a eu un certain nombre de conteneurs qui étaient sur le port de Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'ils sont vraiment partis ou bien est-ce qu'ils vont partir enfin? Alors, il y a des barges qui partent continuellement. Nous, la collectivité régionale, nous avons fait partir une première barge hier à 18h, sur laquelle il y avait 450 tonnes de vivres, d'eau, mais également de matériel. Du matériel, on m'a dit des matériels électriques, par exemple. Alors, par exemple, nous avons fait partir des groupes électrogènes, voilà. Voilà, des groupes électrogènes pour EDF. Oui. Pour pouvoir relancer l'usine de dessalement. Nous avons également fait partir des groupes électrogènes pour la CGSP pour remettre en place la distribution d'eau potable de Saint-Barthélemy. Nous avons fait partir du matériel que la région a mis à la disposition de la collectivité territoriale de Saint-Martin pour déblayer, nettoyer, etc. Nous avons loué tout simplement des tractopelles, des petits camions, des choses comme ça, et en fait que nous mettons à la disposition de la collectivité. Ensuite, nous prévoyons de faire acheminer 2 barges supplémentaires, une mercredi et l'autre vendredi. Et sous la barge de mercredi, Verte-Vallée, avec 25 hommes, va partir et sous l'autorité de la collectivité de Saint-Martin va procéder à des missions de déblayage, de nettoyage, etc. Et Route de Guadeloupe également devrait acheminer une 20aine d'hommes et nous allons nous préoccuper de nettoyer les écoles et de pouvoir installer des préfabriqués pour que le démarrage de la rentrée puisse se faire le plus rapidement possible. Parce que ce qu'il faut savoir, Danick, c'est que pratiquement tous les établissements scolaires de Saint-Martin sont par terre. Oui, tous, ils sont vraiment par terre. Hein. Le LPO, les 3 collèges et un certain nombre d'écoles primaires sont, y compris les écoles qui venaient d'être rénovées, ont été complètement détruites. Mais ça veut dire que la rentrée scolaire devrait se faire à Saint-Martin ou en Guadeloupe pour les jeunes Saint-Martinois? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là aussi, il y a un problème. Alors, parce que s'il n'y a pas de personnel, les personnels sont entrés en Guadeloupe. Le nombre d'écoliers, c'est de 10 000. 10 000, oui. 10 000. Je ne pense pas que la Guadeloupe ait la capacité d'accueillir 10 000 enfants, dont la langue maternelle première, c'est quand même l'anglais. L'anglais, bien sûr. Pas le français. Ouais. Donc je pense que, et c'est ce que nous mesurons avec le président Richalus, qu'il vaut mieux très rapidement remettre les choses en état, mettre en place des préfabriqués et que les enfants fassent leur rentrée avec le personnel enseignant qui sera revenu. Madame Gustave Diflo, sans tomber dans l'excès, est-ce que vous comprenez que les gens soient en colère aujourd'hui, qu'il y ait des Guadeloupéens qui expriment leur colère, que ce soit par mail, par fax, par WhatsApp, etc., même si on dit qu'on fait le tri entre ce qui peut être vrai et ce qui est de l'intox, mais il y a quand même un sentiment de colère. Vous avez entendu qu'en France, 2 parlementaires français ont interpellé les ministres, ont demandé même une commission d'enquête sur la préparation à l'avant et le poste. Est-ce qu'à la région, vous êtes consciente de ça et vous sentez que cette colère elle est justifiée? Je pense que nous avons déjà vécu des gestions post-cyclone beaucoup plus efficaces et optimales que ce que nous vivons actuellement. Oui. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'équipe préfectorale est rentrée en poste le 1er septembre et le cyclone est arrivé le 5 septembre. Donc il n'y a pas de continuité de l'État, si je comprends bien. Je ne sais pas s'il n'y a pas de continuité, mais en fait, une équipe... Elle n'a pas été à la hauteur, nous. Enfin, moi, je peux le dire, ce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, on a analysé beaucoup de
de propos tenus par des ministres et aussi des reportages de journalistes français d'ailleurs. À ce propos, on sait toute la discrimination qui se fait aussi pour les journalistes guadeloupéens qui veulent se rendre à Saint-Martin. Monsieur Macron arrive demain. Qu'est-ce que ça va changer? Je crois qu'il était important que le président de la République vienne sur le territoire. Oui. Parce que vous parlez d'égalité de traitement, bien, il faut savoir également traiter tous les citoyens de la même manière. S'il y avait eu un attentat à Marseille et que 2 personnes avaient été tuées, le président se serait déplacé immédiatement. Tout à fait. Donc, c'est une population française qui ont voté, certains ont voté pour le président Macron, et donc c'est tout à fait légitime que le président se déplace et vienne manifester sa solidarité avec la population. Oui, mais au-delà, ce sont des mots, solidarité, d'accord, mais concrètement, parce que je reçois un poste d'une personne, d'un médecin qui me dit, en 6 jours, des gens peuvent mourir faute de moyens sanitaires, de soins et de nourriture. 6 jours après le cyclone, des bébés qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de lait, qui n'ont rien du tout, effectivement, ces gens-là peuvent mourir. Alors, ce que le préfet nous a dit, c'est qu'il y avait une évacuation sanitaire prioritaire pour les femmes enceintes, pour les personnes porteuses de maladies chroniques, mais également pour des mères de famille avec des enfants en bas âge. De quelle couleur? Il n'a pas précisé. Donc en fait il faut que ces personnes qui ont des enfants en bas âge se rapprochent le plus rapidement possible des services. Parce que 6 jours après c'est déjà lourd pour un bébé. Oui, 6 jours après c'est trop lourd. Effectivement, c'est très long et très lourd et difficile pour une mère de famille. Vous êtes mère de famille, Mendy aussi. Vous imaginez vos enfants 6 jours sans lait, sans eau, sans moyen de se nourrir et sans abri, parce que les maisons sont détruites. Parce qu'on voit, alors il y a des choses assez paradoxales dans un reportage sur TF1 hier soir, on voit qu'un quartier est protégé par l'armée. Bon, bien sûr, c'est un quartier résidentiel où il n'y a pratiquement plus personne et d'autres quartiers, ces mêmes soldats ne servent pas peut-être à la sécurité. Donc il y a des problèmes. Tout cela va remonter à M. Macron demain. Oui. De toute façon, nous avons un canal direct qui est notre député Olivier Servat, qui est en relation continue, étroite, quotidienne avec le président de la République. Et toutes ces informations lui sont remontées sans filtre. Mais il est vraisemblable que dans cette gestion de crise, c'est vrai que vu l'ampleur du phénomène qui allait s'abattre, il aurait peut-être fallu anticiper et mettre à l'abri les personnes dites fragiles, les femmes enceintes, les enfants, les malades. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et, alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que l'État ne fait rien et en même temps, je suis en contact avec la cellule opérationnelle des services de l'État et vous avez des fonctionnaires qui n'ont pas dormi depuis la nuit du cyclone. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on ne sait pas très bien identifier les nœuds où ça coince, etc. Parce que c'est les décisions qui coincent. Voilà, on a un personnel préfectoral qui a peut-être de la bonne volonté. Qui a de la bonne volonté. Pas de savoir-faire. Je suis en relation avec un certain nombre d'entre eux et ils n'ont pas dormi depuis mardi soir. Ils font, ou alors s'ils dorment, c'est 1 heure ou 2 heures par jour, d'accord. Ils sont sur ce rythme-là et en même temps, vous avez des nœuds, vous avez des choses qui coincent. Donc, il faut maintenant arriver à identifier ces nœuds pour qu'on puisse avancer au plus vite. La région est prête à aider l'État parce qu'en fait, en général, c'est l'inverse qui se fait, mais là, nous ne faisons que ça. Dès que nous avons connaissance d'un problème, d'ailleurs, le président a souhaité que l'espace régional soit une espèce d'état-major local. Donc, nous travaillons avec tous les socioprofessionnels qui veulent envoyer des choses, qui veulent faire passer des informations. Donc, nous servons un petit peu de facilitateur entre la population et l'État. Alors, je dois faire quand même passer un message à l'espace régional. Nous ne faisons pas de collecte de vivres. Les collectes de vivres qui se font et d'eau qui se font par les particuliers doivent être acheminées en commune. Il y a des points de collecte qui ont été désignés pour ça. Donc je le dis, n'amenez ni la boîte de cassoulet, ni la boîte de petits pois, ni l'eau à l'espace régional. Simplement, nous servons de facilitateurs. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons reçu la protection civile qui avait un certain nombre de doléances.
par exemple, ils veulent acheminer 2,5 tonnes de matériel à Saint-Martin. Eh bien, j'ai interagi avec la préfecture pour voir un petit peu comment on pouvait travailler là-dessus. Et la région s'est engagée à leur mettre de la place à disposition sur une prochaine barge. Alors, il est 13h06 avant la page de publicité. Je voulais vous poser la dernière question, Sylvie Gustaviez Duflo. Quel va être votre agenda pour les jours qui viennent? À vrai dire, je ne sais pas parce que nous traitons l'urgence. D'accord. Nous traitons l'urgence, nous traitons les demandes. J'avoue qu'avec ma collaboratrice Lydia Barfleur, le cabinet, le président Richalus, nous sommes mobilisés. Les gens peuvent nous appeler et nous répondons à leurs appels. Et aujourd'hui, les appels les plus pressants que je reçois, c'est pour le rapatriement des personnes en Guadeloupe. Et ça, je peux vous assurer, Danick, que nous travaillons d'arrache-pied pour que l'État puisse nous donner les autorisations pour que nous puissions affréter les navettes pour amener ceux qui le désirent en Guadeloupe. Et voilà, donc je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, que les élus ne font rien, etc. Mais il y a les compétences de l'État qu'on ne peut pas outrepasser. Oui. La sécurisation, le contrôle d'identité aux frontières. Et puis, il y a toute la bonne volonté que le président Richalus peut vouloir y mettre, oui. et les conseillers régionaux. Alors, je dois dire à ce propos, nous avons une commission permanente jeudi dernier. Nous avons donné les pleins pouvoirs au président Richalus en matière financière et en matière de marché pour pouvoir aider la collectivité territoriale de Saint-Martin. Donc voilà, la collectivité va au bout de ses compétences, oui. Et même nous outrepassons ses compétences puisqu'en voulant affréter des navettes, oui. Mais là, nous sommes limités par les autorisations que l'État oui. doit donner. En d'autres termes, la Guadeloupe aurait dû déjà être indépendante. Voilà, c'est ce que vous ne dites pas, mais je le dis pour vous. Il est 13h08 dans le ZCL. Je vous remercie en tout cas d'être venu nous témoigner de tout cela et nous dire un petit peu ce qui s'est passé de l'autre côté, du côté administratif, puisque les gens critiquent, disent un certain nombre de choses, je l'ai dit, de contre-vérité aussi. Il fallait un petit peu rétablir, et donc on sait un petit peu davantage, et puis on va rester en contact avec vous. Hein. Bien sûr. S'il le faut, parce que tout n'est pas réglé. Demain, vous serez avec M. Macron? Vous ne savez pas encore? Pour l'heure, je ne sais pas. Je dois faire le point avec Lydia Barfleur, oui. Notre chargée de logistique de l'intervention. Ma foi, s'il y a beaucoup de choses à faire, je préfère rester avec elle, travailler. Plutôt allez vous balader dans les airs. Voilà, j'ai bien compris. Voilà. Tout de suite, on se retrouve tout de suite après ce petit intermède publicitaire pour la suite du journal et de nos invités, puisqu'on va recevoir tout à l'heure Michel Corbin, qui est un architecte avec qui nous allons discuter justement de la situation aussi à Saint-Martin, mais peut-être aussi de la Guadeloupe, pour savoir si c'était arrivé en Guadeloupe, quand nous t'ai fait. Voilà, à tout de suite, ne débranchez pas. Et je vous rappelle, Mendy et moi, nous l'avons un petit peu oublié aujourd'hui, quand nous sommes en direct sur... Effectivement, sur RHT Guadeloupe 89.8. Voilà, on s'est dit, nos amis de RHT qui nous écoutent et qui sont en lionnage avec nous, ne s'offusquent pas, c'est simplement un petit oubli, mais nous toujours avec les autres, pas de problème. Voilà, tout à fait. Il est 13h15. Retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT, Radio Haute Tension, que vous captez depuis le début de cette émission et qui sont en relation directe aussi avec Saint-Martin. Et je me retrouve aussi avec Mendy qui va présenter la deuxième partie du journal. Et notre invité est déjà là. Il s'agit de Michel Corbin qui est délégué par l'Ordre des architectes avec qui nous allons parler un petit peu d'architecture et de résistance et de puissance des vents. C'est tout de suite Mendy. Alors justement, avant qu'on parle donc des conséquences qui ont causé Irma, voyons déjà en image, puisque vous le savez, c'est donc plus un ouragan après avoir frappé la Floride. Il s'est donc rétrogradé en catégorie 1, puis en tempête tropicale et poursuit donc sa route vers le nord-ouest et se dirige maintenant vers la Géorgie. Il s'est d'abord donc abattu hier sur l'archipel donc des Keys et est arrivé en Floride avec une marée d'eau mettant le centre de la ville, notamment de Jacksonville, en alerte inondation. Je vous propose de regarder ces images.
L'ouragan Irma s'est abattu sur la Floride ce dimanche et remonte vers le nord, mais sa trajectoire déjoue les prévisions météo. À Fort Myers, des vents violents et des pluies torrentielles ont balayé la ville. Les rues ont été envahies par les eaux. Miami, elle, est méconnaissable. Le cyclone, rétrogradé en catégorie 2, souffle désormais à près de 175 km/h et a fait au moins 3 morts dans cet état ce week-end. Irma devait toucher la côte ouest de la Floride ce lundi matin et remonter vers le sud-ouest de la Géorgie dans l'après-midi. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle et devrait se rendre très vite sur place. Les dégâts sont estimés à près de 290 milliards de dollars. À Naples, sur le littoral, plus encore que la furie des vents, les habitants redoutent la marée de tempête, une montée brusque du niveau de la mer. Les inondations pourraient se traduire par près de 5 mètres d'eau dans les rues. Voilà, vous avez vu ces images impressionnantes et je le disais en titre, le rapatriement donc des victimes commence à se faire donc petit à petit. Nous avons donc récolté le témoignage d'une femme qui vient donc de Saint-Martin avec ses enfants et qui a même dû rapatrier des enfants donc de Saint-Martinois qui sont donc restés là-bas. On écoute ce témoignage signé Michel Terrasse et Jean-Pierre Larochelle. À l'aéroport, nous sommes toujours avec madame qui revient de Saint-Martin. Comment est Saint-Martin maintenant ? C'est le chaos à Saint-Martin. Moi j'étais à Grand Case et j'ai tout perdu. Le toit de ma maison s'est envolé. On a vécu l'ouragan dans mon dressing, dans un placard à 4, avec mes enfants et mon mari. On a failli mourir brûlés par ma voiture qui était juste derrière le mur où on était. Et on a failli aussi recevoir un conteneur de 35 pieds à 3 pas du mur où on était de l'autre côté. Je ne sais pas comment on est vivant, mais on l'est. Mon mari est toujours à Saint-Martin. Il est à Grand Case. Je m'inquiète pour lui, mais il est on a été recueillis dès le lendemain en fait par une famille de Saint-Martinois qui habite à côté au-dessus de nous et qui nous ont gentiment accueillis vraiment les bras ouverts et avec la condition, c'est qu'on était tout seul, on est toute une communauté dans un coin. Le problème, c'est qu'il faut sécuriser chaque endroit où il y a des survivants. Pas juste les laisser comme ça. Ça fait 3 nuits depuis l'ouragan, pas la première nuit, mais les nuits suivantes, où on se donne le tour la nuit pour... Qu'en est-il des aides exactement ? Rien, on n'a rien reçu, rien vu, personne. Là où on était à Grand Case, tout au bout, on n'a vu personne. Les secours n'arrivent pas, ils ne sont pas encore arrivés. On est dimanche là, c'était depuis mardi, il n'y a toujours pas de secours d'arriver, malgré tout ce qu'on peut dire en fait. Après, j'espère que ça va arriver, c'est en train d'arriver. J'ai des contacts en France qui disent qu'il y a des avions qui partent, tout est mis en branle pour ça. Mais c'est long. Côté hollandais, ils ont déjà tout organisé. Le lendemain, ils ont sécurisé Philipsburg, il y avait des militaires partout. Il faut savoir un truc, la prison de Saint-Martin a pété, les prisonniers sont sortis, ils ont passé la frontière, parce que par contre ils les ont laissés sortir, ils laissent personne rentrer côté hollandais, mais ils ont laissé partir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces prisonniers, ils ont attaqué la PAF côté français, ils ont pris les gilets par balles, des cagoules et des flingues, maintenant ils sont dans la rue partout côté français. Je suis en colère. Où sont les militaires pour nous sécuriser? Mon mari est là-bas, il risque de se faire prendre une balle. Je suis avec mes enfants. J'ai recueilli 4 enfants. Un autre problème, des mamans m'ont donné leurs enfants. 4 enfants. 3 autres sont... 4 autres. Je suis partie avec... En tout, on était 10. Il y en a 4 qui sont là. Et j'en ai 4 autres qui sont là. Avec moi, sans leurs parents. Je suis leur autorité, j'ai les passeports avec moi, voilà ce que j'ai. J'ai leur passeport, j'ai tous ces passeports, on est 6 à vouloir partir. Sauf que moi je suis avec mes enfants, 2 enfants, mais les 4 autres enfants, comment on va faire pour partir? Légalement, j'ai pas le droit de les emmener. Maintenant, c'est une question de légalité. Je veux emmener ces enfants parce que je sais qu'ils ont de la famille à Paris. J'ai les contacts de tout le monde dans mon téléphone. On s'est relayés pour avoir... Mais est-ce que j'ai le droit d'emmener ces enfants ou pas? Maintenant, ils comptent sur moi, ces enfants. Ils ont vraiment besoin de moi parce que je suis le seul lien avec Saint-Martin. Je suis la seule adulte. Leurs parents m'ont confié. Voilà. Donc on en est là.
Maintenant, je ne sais plus rien parce que je ne peux plus contacter personne à Saint-Martin. Il n'y a pas de réponse, on n'a pas de réseau, pas d'électricité, rien. Donc on ne peut pas appeler, on ne peut pas les joindre. Et ce soir, ça va se passer comment? Vous allez dormir où? Ben, regardez, voilà. Voilà, on est là, on attend, on n'a aucune information, personne. La Croix-Rouge fait ce qu'elle peut, le SAMU fait ce qu'ils peuvent. Ils essayent vraiment de nous aider au maximum avec ce qu'ils ont. Mais il y a un grand besoin d'aide, s'il vous plaît. On a besoin de partir, on a besoin de se reconstruire. Ailleurs, on a besoin de sauver ces enfants qui ont vécu un traumatisme. Nous, adultes, on va faire avec, mais les enfants ont besoin d'aide et surtout, il y a plein de petits là. Ils ont besoin de partir. Voilà. Je croise les doigts qu'on puisse partir le plus tôt possible. Au moins, je me sens en sécurité parce que j'ai mes enfants avec moi ici. Et ça, c'est un soulagement déjà de se sentir en sécurité. C'est énorme, énorme. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver à Paris. Parce que j'ai de la famille, des amis qui m'attendent et qui vont pouvoir m'aider. Et ces enfants aussi, les 4 autres enfants aussi. Donc j'espère vraiment qu'on puisse partir très vite pour les secourir. Merci à vous. Voilà, effectivement, un témoignage assez poignant. Alors, il faut dire qu'il y a sur les réseaux sociaux un certain nombre de contre-vérités qui circulent et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir avec un spécialiste sur ces questions. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'architecture avec un représentant de l'Ordre des architectes. Il s'agit de l'architecte Michel Corbin, bien connu en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu en direct dans le ZCL nous donner un petit peu votre appréciation. Je disais tout à l'heure en début du journal, vous n'étiez pas là. Saint-Martin, les maisons étaient faites en papier ou en carton-pâte? Bon, d'abord, c'est un petit peu tôt pour le dire. Je sors d'une réunion du Conseil de l'Ordre à l'instant. Nous allons faire une mission à Saint-Martin pour voir les dégâts, l'importance des dégâts, et surtout pour faire des diagnostics, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce qu'il y a des anomalies. On a vu des maisons tout à fait simples, hein, qui ont peut-être un siècle. Hein, des cases créoles. Dans Marigot, cases créoles avec un petit balcon, avec les petites fanfreluches là, qui ont tenu. Berthelot doit se retourner dans sa tombe. Berthelot doit se retourner dans sa tombe, exactement. Donc il faut voir. C'est un petit peu tôt pour le dire. On ne peut pas condamner ni le bois, ni le béton, ni rien. Il y a un problème, il y a un phénomène. Selon les spécialistes, on a affaire à un ouragan exceptionnel en puissance. D'accord. Or, nous, tous les bâtiments que nous faisons, nous respectons des normes. Les normes vont devoir être revues. Oui. Et puis il y a les normes sismiques et puis il y a les normes cycloniques. Vous savez que c'est 2 sortes de normes. Oui. Or on s'aperçoit que la norme sismique, et la norme cyclonique s'opposent. Oui. Pour un séisme, il faudrait avoir des bâtiments très légers. Oui. Et pour un cyclone, il faudrait avoir des bâtiments très lourds. Très lourd, oui, vous dites, parce que même les bâtiments lourds... En béton. Alors, vous savez, les anciennes maisons qui se faisaient il y a 20 ans, 30 ans en Guadeloupe, et moi, mon père était architecte, donc j'ai des archives. Oui. Toutes les maisons avaient une petite dalle anticyclone qui protégeait les maisons. Oui. Toutes les maisons avaient une réserve d'eau, une petite citerne. Oui. D'accord. Oui. Ce qui fait que... Et toutes les maisons avaient des volets anticycloniques. C'était des volets métalliques, mais vous savez, des volets en accordéon. Oui. C'est les plus résistants parce qu'en cas de prise du vent, ça augmente la solidité. Oui. Et ces maisons, toutes les maisons étaient équipées comme ça. Oui. Petit à petit, ça a disparu. Et maintenant qu'on a les normes parasismiques... Mais ça a disparu de la part de qui? Des architectes pour des raisons, non, pour des raisons économiques quelquefois, ou alors pour des raisons... de mode oui, la citerne n'est pas à la mode, bien que la citerne maintenant, elle revient. Mais avant, elle était incorporée dans la maison. Elle faisait partie de la maison. Chez les parents, ma maison familiale de ma mère, il y a une citerne. Il y a une citerne, mais beaucoup de maisons, toutes les maisons entre 1950 et après les cyclones, il y a un cyclone important, ça on oublie, hein, on a une mémoire ici quand même. Oui. 56, Betsy, ensuite 62, 66, Inès, bien avant Hugo, et les gens reconstruisent. Hein, mais je pense qu'il faut maintenant les aider. Le diagnostic que nous allons faire à Saint-Martin va nous permettre de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment les normes vont être améliorées. Revues, ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui de repositionner le système de par les calculs. Oui. On peut augmenter les sections des bois, augmenter la puissance des tôles, la fixation des tôles, fixer toutes les ondes et non pas toutes les 3 ondes ou toutes les 2 ondes comme on voit quelquefois, et ainsi de suite. Donc il y a des dispositions à prendre. La largeur, le débord. Oui. Le débord de toiture, on n'est pas en Guyane où on a des bouts de toiture qui font 2 mètres de large. Ici, je crois qu'il va falloir réduire les débords.
et renforcer les bouts de tôle. Parce que j'ai eu l'impression, Michel Corbin, après Hugo, on parlait de normes anticycloniques, qu'on avait tiré les leçons d'Hugo, et visiblement... mais Hugo n'est pas Irma. Et Hugo est arrivé à 250-260 km/h, et là il y a du 320. Les engins chargés de mesurer la puissance des vents, ils avaient cassé à Hugo. Et c'est quoi? C'est un navire qui était dans la rade, un navire américain qui était dans la rade, qui a pu dire la puissance des vents. On ne sait pas très bien. Moi j'attends les rapports pour ça. On parle de 350, 385. Et c'est une rafale. À quel moment est-ce que c'est... parce que dans l'œil, on a du calme. Hein. Aux alentours de l'œil, c'est ce qu'on appelle le mur. C'est là que c'est dangereux. Et plus on s'éloigne du mur, plus on s'éloigne du centre, et plus les vents sont faibles. Alors, il y a un autre problème qui va se poser, Michel Corbin, et vous ne l'ignorez pas, c'est le problème de la reconstruction. C'est-à-dire que, d'abord, il y a les normes, mais il y a aussi les marchés. On sait que souvent, les architectes, le BTP guadeloupéen se plaignent du fait que beaucoup de marchés, de plus en plus, échappent, je ne vais pas dire à l'autre contrôle, mais à la reconstruction. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, l'ordre prend déjà les dispositions, puisque la région, M. Chalus en a parlé déjà, est-ce qu'à ce niveau-là... On en a parlé ce matin. Oui. Parce que dès qu'il y a un malheur quelque part, il y a des comment dire, des chacals, on a des requins. Des requins. Et on a vu à Hugo, on a vu, ça s'est arrivé dans les procès, les maisons préfabriquées, il y a eu plusieurs cas, il y a eu de la prison, il y a des gens qui ont été condamnés, mais le mal était déjà là. 24 jours. Donc on en profite. Donc on en a parlé ce matin. Mais il va falloir qu'on soit très vigilant. Mais il faut être très vigilant. D'abord, où on va mettre tous ces déchets, il va falloir trouver un endroit pour stocker les déchets, enfin les constructions. Les débris. Toute l'île est remplie de débris. Il va falloir les trier. Parce que dans les débris, il y a peut-être des tôles qui sont bonnes, il y a peut-être des chevrons, des escaliers, des baies vitrées, je ne sais pas quoi. Trier. Donc tout ça, c'est un travail qui peut donner à travailler aussi à des gens. Trouver une zone. Ensuite, il va falloir retracer des routes provisoires, refaire des plans d'urbanisme. Avec l'État, est-ce que vous êtes en contact avec l'État? Parce que les décisions... On a proposé à l'État de faire des diagnostics que l'ensemble des architectes s'allient avec des ingénieurs. On attend la réponse. S'allie avec le président Chalus est très favorable. Il est au courant qu'il y ait un architecte, un ingénieur, un urbaniste, un groupe qui vont pouvoir aller sur place, donner des avis, ce qu'on appelle des diagnostics. Cette maison, on peut la conserver, celle-là non, celle-là on peut la ranger, celle-là... Il y a un travail à faire, mais ça va être très long et très compliqué. En attendant, il va falloir parer au plus pressé et abriter les gens. Reconstruire dans l'urgence, on peut faire, mais il faut faire attention et non pas... Parce que j'ai cru comprendre que le président français qui arrive demain vient avec un certain nombre de spécialistes d'architecture aussi. Il a 2 architectes dans ses bagages. Ce sont des architectes des bâtiments de France, des architectes spécialisés. Bon, c'est des architectes de l'État, c'est pas des privés. Non, c'est pas du privé, mais... Ils viennent pour faire peut-être participer au diagnostic. Je pense que chacun peut amener son... Il ne faut pas être inquiet forcément. On en a parlé ce matin aussi. Donc, il y a 2 architectes. Vous êtes véatifs. On est véatifs, exactement. Mais il y a un formidable travail à faire. Il faut des architectes, il faut des urbanistes, il faut des paysagistes, il faut des ingénieurs, bien sûr, il faut des bureaux de contrôle. Il y a du travail, beaucoup de travail pour longtemps, pour très longtemps. 95, c'était beaucoup plus faible. Alors, ce n'est pas de l'anticipation, mais je pose quand même la question. Si ce cyclone était tombé sur la Guadeloupe, est-ce qu'on aurait été dans cette situation? Je pense que oui. Ah bon? Ah oui, absolument. On a fait des progrès depuis Hugo qui sont assez considérables dans les normes, dans les applications. Mais on s'est aperçu, Hugo, ça fait déjà 28 ans. 28 ans. Et demain, 12 septembre, c'est l'anniversaire du cyclone de 28. 12 septembre 28, qui est dans la mémoire populaire quelque chose d'extraordinairement fort. Avec 1500 morts. On n'a pas de chiffres. Et l'eau, sans compter que l'eau, Hugo, c'était un cyclone sec, il n'y avait pas d'eau. On a eu des dégâts liés au vent. 28 était très fort. On n'a pas d'argument, mais d'après les écrits, il était très puissant. Tout à fait. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Aux Antilles, on a des cyclones depuis toujours. Mais ça s'espace. Il semblerait qu'il soit plus violent tout en étant plus espacé. Je pose la question, mais je sais que c'est le genre de question qui est embêtante. Vous pensez que le mémorial aurait résisté? Il a été calculé pour... il a été calculé pour des vents... mais sa situation au bord de la mer... Il est vulnérable. Moi, je pense que on peut pas accuser comme ça quelque chose de tout neuf. Non, n'accuse pas, je pose la question. Il a dû être calculé pour des vents 250 et plus, comme la dernière tour de contrôle qui est calculée pour des vents de 350 et plus. Elle a été aussi... Parce qu'on a le droit. Les normes, c'est le minimum. Vous pouvez faire plus.
Bien sûr. C'est pas parce qu'on dit 300 qu'on doit faire 300. On peut faire 350, oui. C'est le minimum des normes. Mais on peut surdimensionner, on peut faire des bâtiments plus. On va devoir réfléchir à des normes J'ai envie de dire, il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, du bois sur la planche. Mais il faut faire le diagnostic, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé, la Donc vitesse vous direz, du vent. aussi lors de... on attend que la reprise, on puisse y aller, la reprise officielle commerciale, parce que pour le moment, il n'y a pas de reprise commerciale. Il n'y a pas de vol autorisé. Mais on attend, on va y aller avec des ingénieurs et on va faire ce qu'on avait fait pour le séisme il y a quelques années. Là. On avait fait des rapports sur l'état des écoles. Vous avoir après ce retour d'enquête. Tout à fait, avec plaisir. C'est intéressant de vous recevoir. Avec plaisir, on sera là. Bien, Michel Corbin, merci en tout cas d'être venu. Je sais que vous êtes attendu autre part. Oui. On va vous libérer. Il est 13h32 minutes. On va prendre une nouvelle page de publicité, mais on n'est pas parti. On est encore là avec vous et avec RHT. À tout de suite. Oui, voilà, il est exactement 13h38. On va rentrer tout de suite en relation avec Max Évariste, puisque vous savez qu'il y a une dizaine d'organisations syndicales et politiques qui ont décidé de monter au créneau, pas satisfaites, et on le comprend, des dispositions de l'État, de l'incurie de l'État face à la situation actuelle dans les îles du Nord. Et l'une de ces organisations, représentée par Max Évariste, va nous dire deux mots. Max Évariste, bonjour. Allô? Oui, bonjour Max Évariste. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de la situation actuelle dans les îles du Nord? Exécrable, hein? Ouais, mais ça, donc quoi sentir, c'est non seulement c'est du mafoutisme, mais on sent aussi de la part de ce gouvernement un peu de légèreté. Parce qu'en qui on peut dire moins qu'un cyclone en l'état là, ça qui passait là, hein, qui tuait un paquet de monde, qui bousculait et via moun, hein, et pour dire moi je dis là tranquillement pour venir demain un touriste, hein, premier touriste à Saint-Martin après ou Marseille qui a venu en tourisme pour venir visiter. Non, moi je dis c'est du foutage de gueule et que ensemble avec d'autres organisations syndicales, nous mettons ensemble avec des organisations politiques et aussi des associations, oui. Nous avons semblé au souhait là, nous avons invité moun, hein, d'autres associations parce que c'est pour nous montrer, hein, faut travailler peuple Guadeloupe, montrer solidarité à eux avec travailler et peuple de la Caraïbe. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire moi nous dans l'état comme ça et que moun, mais moi j'ai envie de dire peut-être ça méchant, hein, quand ils sont négricides, on peut pour faire un nègre, faire un nègre disparaître et moun ka pense soin, yo ka dit moi comme ça oui, mais les ont traité qui a dit que là où il y a une catastrophe en côté, c'est les touristes qui ont fait partie avant. Mais en bon pays là, ça c'était tous ces touristes là de nos mêmes couleurs là. Non mais quand même, il va pas exagérer alors. Ouais. Non, on a exagéré. Moi qui a dit que on aurait dit que son bidé ou mettre pour faire pays là ça disparaît. Mais pas pays là, mais moun qu'on nous Guadeloupéens, Saint-Martinois, de pure souche de faire disparaître. Mais... Parce que ça, on va envie de faire dans les bacs-autiers de Saint-Martin, eh bien, la nature, bah, l'occasion fait. C'est ça l'idée. Et ça, il faut nous veiller ça. Ça, alors, les organisations syndicales qui mettent ensemble là, nous quoi veiller ça, pas occuper. Max Évariste, mais on l'a dit aussi, ça qui arrive là permet des vrais visages à ce système-là et à gouvernement là. Mais oui, mais ça qui peut comprendre que si nous avons un pays colonisé et que la France c'est le colonisateur, il ne pas comprendre ça, eh bien on croit que l'autre là il finit pas comprendre ça. Parce que c'est un pays colonisé, on peut faire un comme ça. On pas rendre compte gros ça en plein habiter là ça, mais tout le monde peut parler de ça sur la planète. En qui on peut quoi vous en télé, non seulement quoi vous en télé là. Parce que quand il a changé, mais au début, les seuls gens qui ont souffert, qui ont pleuré, ou peut-être casaillé, ou peut-être ceci, ou peut-être cela, c'était à partir de gens qui voulaient nous. Hein. Mais ouais. Par contre, là, il devait montrer les pillages, c'était ni gens qui voulaient moyen de piller. Non, mais quand ça veut dire ça, ouais. Non, mais en tout cas, c'est mon exagéré, et que moi, je dis, c'est non légèreté de la part de Kino Amissier, de la part de c'est mon naïf qui a géré ça, oui, quand tu as préféré la même. Mais il dit moi que préféré la dit mon pas parler des cyclones en presse, oui, c'est seulement pour faire ça.
Et en plus, je dis, moi, information là, il y a les qui n'en sont encore, les presses nationales, les presses locales, bon canal 10 autres, il y a pas d'autres informations, mais qui me disent ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, moi, je dis que, et nous faisons ça qu'il faut. Parce que nous avons aussi porté mon œuvre, nous avons jeté les yeux sur ça qui a passé là, actuellement. Parce alors, que allô? Oui, en tout cas, alors rendez-vous là, c'est au soir là, à qui là et où là? Au soir là, rendez-vous là, c'est à 19h au palais de la mutualité La Pointe. Oui. Nous avons invité toute organisation. J'en ai d'autres trois qui là, souvent la cité Oyo, oui. La CGTG, FO, l'UNSA, Sud PTT Goua, le SPEG, oui. l'UGTG, CADLO, l'eau Nobaster, et Travailleurs et Paysans, Mouvement NOM, LKP, Doubout pour de l'eau en nous, SPA. Mais ça qui est grave aussi, parce que on pays en difficulté, au lieu de manger bré, on va voir 2000 membres de bout là. Hein? Donc, et aussi, nous avons pensé aussi à travailler, parce que la question du droit du travail, ouais. Après ces événements-là, eh bien ça, il faut nous peut-être mettre en place une convention avec l'État pour savoir si ce chômage technique en cas suite aux intempéries, qui disposition nous prend, parce que ces messieurs, l'idée à eux, c'est des dieux, on ça pendant 3 mois, employés, on pas là, on pas ni salaire, on pas non mais donc, faut nous veiller ça bien. Nous avons commencé à prendre contact avec la direction du travail pour ensemble nous mettre en place une convention pour travailler, pas rester pris dans ça. Merci Max Évariste, et puis nous pouvons peut-être retrouver au soir là pour nous savoir un petit peu plus ça, c'est ça, et si tout ça, ça va faire dans les jours qui viennent. Voilà, non mais en fait c'est surtout rappeler et dire mon Guadeloupe, pas oublier que c'est une gestion coloniale à cyclone Nassa, à l'après-cyclone Iouma, qui limite non seulement les nous, mais toute la Caraïbe. Bien, merci. L'intervention là, ça. Voilà, il est 13h43. Tout de suite, la suite du journal avec notre ami Mendy. Et justement, Élie de Mota, secrétaire général de l'UGTG, n'est lui non plus pas resté insensible face à une prise en main plutôt lente de cette catastrophe par l'État. On écoute ses propos au micro de Nicolas Hachi et Jeff Taylor. Depuis le cyclone n'a passé Saint-Martin, nous essayons d'interpeller l'opinion et interpeller les médias en une situation pour nous qui n'est pas du tout normale. Ça veut dire que l'État pas prend mise à gravité à cette situation-là. Ça veut dire que malgré qu'on ait trajectoire, malgré qu'on ait intensité à phénomène, malgré nous avons une zone sismique, volcanique et une zone qui est soumise aux intempéries qu'ont les cyclones, il ne pas prendre pont mesure en amont. Ça veut dire pont mesure d'anticipation, prépositionner des forces de sécurité, prépositionner de l'eau, prépositionner manger, prépositionner hélicoptère de façon à ce qu'ils survolent à les différents pays qui touchent très rapidement. Ça fait dans d'autres bandes îles à la Caraïbe. Et bien évidemment, quand nous ouvrons après, les nous compte des ampleurs à situation là, ils fait de la communication. Et aujourd'hui là, nous rendons compte que nous avons géré ce dossier là ça, qu'on l'est la France qui a porté solidarité à nos pays étrangers. Or, nous avons dit que c'est Martin et français. Donc normalement, tu as des mesures préventives, tu as des mesures anticipées qui prient pour te prépositionner un certain nombre d'habitants en région là de façon à ce qu'ils portent sous coup le plus rapidement possible. Il n'est pas normal que c'est 48 heures, plus de 48 heures des fois après qu'il y ait des survols qui fait. Ce n'est pas normal que c'est seulement hier qu'à Sandigouane qu'il y ait porté de l'eau bamoun. Ce n'est pas normal du tout. Et un bitin qui est particulièrement incompréhensible, c'est le fait que M. Colomb, ministre de l'Intérieur, il a envoyé à Saint-Martin 2000 militaires légionnaires GIPN et GIGN. Alors que quand il faut à Saint-Martin, il faut des secouristes, il faut l'hôpital, il faut soins, il faut de l'eau, il faut manger et il faut monde qui rétablir les réseaux. Or, mais c'est ça. Et bien évidemment, nous devons comprendre. Il a fait tapage là ça alentour à l'épillage pour cacher le fait qu'il est totalement défaillant en laissant il doit être fait. Il est quand même curieux que devant Bitin annoncé qu'il n'y a autant de défaillance. Ça veut dire que l'État français a géré ces gens d'habitants là ça avec la plus grande légèreté et sans coopération avec les pays de la Caraïbe. Et là, nous avons un qui du côté hollandais, déjà des hélicoptères qui étaient prêts à survoler quelques heures après.
alors que l'État français voyait des avions plusieurs jours après, nous avons bien rendu nous compte que l'État français pas prend misi à ça. Donc, s'il va prendre misi à ça pour sauver nous, il faut nous bien comprendre que nous, Guadeloupéens, nous n'y apprenons misi à ces bitins à ça et prendre ces bitins à ça très au sérieux pour nous réfléchir, pour nous mettre en place les voies et les moyens pour nous porter secours à nous-mêmes dans ces situations-là, ça, et en collaboration avec les bonnes îles de la Caraïbe. Mais là aussi, ça nécessite une réflexion qui caille vers la souveraineté. Et la solidarité se met également en place dans l'Hexagone pour venir donc en aide aux sinistrés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ainsi a donc été mis en place un collectif SOS Irma destiné donc à récolter des besoins de première nécessité. Un reportage signé Maurice Essy, notre correspondant à Paris. Le collectif s'est mis en place à l'initiative de la délégation du CREFORM du 93, la délégation du CREFORM du 92 qui est présidée par M. René Silo et celui du 78 qui est présidé par M. Eddy Lavigny. Alors nous avons souhaité regrouper nos forces afin de permettre à l'ensemble des acteurs de nous rejoindre pour pouvoir porter de l'aide à la communauté. Nous disons bien, nous essayons de créer une synergie, ramener tous les acteurs, les présidents d'associations, les personnalités qui sont en capacité de nous aider pour rassembler les aides nécessaires aux habitants des îles du Nord. Alors concrètement, la cellule s'est mise en place effectivement ce matin, bien déterminer les tâches, les responsabilités et tous les dons de première nécessité, c'est-à-dire les denrées non périssables. Nous avons pensé à la trousse scolaire, c'est-à-dire les enfants ont perdu leurs cahiers, leurs livres, leurs crayons. Nous avons pensé à soigner les gens qui ont besoin de médicaments. Nous avons pensé aussi à ce dont on ne parle pas beaucoup, la femme, pour l'hygiène, donc les bébés. Donc tout cela, nous récupérerons tout cela à la Bourse du Travail, au 11 rue Génin, à Saint-Denis, le métro Porte de Paris. Donc nous allons rassembler tous les dons. Il y aura une permanence. Les gens pourront venir déposer leurs dons et puis dans l'hypothèse où la permanence ne sera pas assurée pour une raison X ou Y, il y aura toujours quelqu'un, le gardien ici à la bourse, qui va récupérer les denrées pour les mettre dans le local concerné. Donc on n'a pas de souci, les gens peuvent venir ici et déposer leurs dons, mais j'appelle aussi l'ensemble des présidents d'associations, tous ces acteurs-là à nous rejoindre dans notre démarche. Qu'il n'y ait pas de multiples initiatives. Voilà. Voilà, petit souci technique, mais enfin on va rétablir. Voilà, on va recevoir Madame Viviane Borico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante de la CGSS et bien évidemment en plein cyclone. On va quand même vous poser la question. Vous êtes venu parler des retraites. C'est une question récurrente qui se pose depuis plusieurs mois déjà, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui ne font pas le nécessaire et surtout pas en ligne. Et j'imagine qu'à Saint-Martin, ça va être beaucoup plus compliqué à ce moment. Alors, à Saint-Martin, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que nous, on sait, c'est que le bâtiment a bien tenu, oui. Mais les dossiers de Saint-Martin sont traités par la Guadeloupe, les dossiers retraite. Donc, dès le lendemain de Irma, donc dès mercredi, le directeur général, M. Yakou, oui, a réuni l'ensemble de ses équipes, que ce soit pour la maladie, la retraite, le pôle social, etc., de façon à voir ensemble toutes les mesures qui peuvent être prises pour qu'on puisse traiter dans les meilleurs délais, donc prioriser les dossiers des résidents de Saint-Martin de façon à ne pas ajouter... Mais les dossiers, là, en ce moment, ils sont dans la nature. Non, parce que chez nous, il y a une petite chose qui existe, et c'est vrai que ça va aussi... c'est un des points de la demande de retraite en ligne. Oui. Les dossiers, aujourd'hui, chez nous, quand ils sont reçus, ils sont numérisés. Donc, les dossiers ne sont pas dans la nature. Donc, les dossiers qui arrivent, on va dire plus scannés, si on veut parler comme... vous voulez dire tout est stocké en disque dur, etc. Tout est stocké en disque dur. On peut prendre la main chez nous en Guadeloupe. Oui. Donc, ça veut dire que si le personnel de Saint-Martin, ce qui est parfaitement normal, vu les conditions, ne peut pas reprendre l'activité de façon immédiate. Ils ne peuvent pas en ce moment. Là. Voilà. Ils sont traumatisés. Donc, nous sommes en mesure et nous sommes déjà en train de travailler sur ces dossiers-là de façon à ce qu'ils soient priorisés. Est-ce que ça veut dire que, c'est la dernière question sur le sujet, que M. Yakou va envoyer des personnels de la Guadeloupe vers Saint-Martin? Alors, c'est aussi prévu, quand les conditions le permettront,
parce que ce sont des choses qui s'organisent. Mais là, par contre, je lui laisserai le soin de vous en parler. Il viendra lui-même le dire. Il voudra lui-même le dire et avec plus de talent que moi. Madame Borico, il faut quand même qu'on parle des gens qui sont ici, qui ne sont pas à Saint-Martin et qui ont des problèmes pour la retraite en ligne. Alors, quel est le souci aujourd'hui? Les gens ne savent pas utiliser l'Internet ou il y a une complication? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, le souci, c'est qu'on est quand même dans une génération aujourd'hui où... De transition. Donc, je pense que d'ici 4-5 ans, on voit tout le monde... Tous ceux qui ont 60 ans seront morts et on n'aura que des jeunes. Mais non, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ils ne seront pas morts, mais c'est vrai que quelqu'un qui a 62... Alors, c'est pas, je ne généralise pas, mais c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui. Allez, je vais prendre les extrêmes. Un jeune de 20 ans qui smartphone, tout ce qu'on veut, qui fait tout sur en ligne, etc. La génération connectée, ben là, on ne peut pas dire que les gens qui ont 62 ans aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite, sont à tous générations connectées. Bon, ils sont déconnectés? Non, pas du tout. Ils sont beaucoup plus connectés qu'on ne pense, mais c'est vrai qu'il y a une montée en puissance qui est progressive et nous, on espère l'accélérer parce qu'il faut vraiment reconnaître que faire sa demande en ligne... Il faut savoir faire, hein? Non. C'est rapide. C'est rapide. C'est facile. Et c'est sécurisé. C'est peut-être pas votre cas, mais je sais que pour la CAF, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a beaucoup de problèmes. On aura l'occasion de recevoir les gens de la CAF ici parce que je reçois des gens qui nous disent que c'est vraiment la galère. Premièrement, le site n'est jamais à jour, ou bien il y a des connexions qui ne se font pas. Est-ce que pour la Sécu, c'est sécurisé, j'ai envie de dire? Alors, c'est sécurisé déjà, parce que quand on fait sa demande de retraite en ligne en passant par le site l'assurance-retraite.fr, l'assurance-retraite.fr en un seul mot, sans accent, sans rien, sans apostrophe. L'assurance-retraite.fr. D'accord. Donc, alors, on arrive là. Après. On arrive là. Vous avez déjà votre espace personnel qui existe, ou vous pouvez le créer. Vous avez deux petits encarts tout en haut à droite. Il suffit de cliquer. On clique, on rentre. Après, vous vous connectez par France Connect. Pourquoi France Connect? Parce que France Connect, aujourd'hui, quasiment tout le monde fait sa demande, fait sa déclaration d'impôt, en ligne. Ou est inscrit sur le site amélie-sans-heure.fr, donc qui est le site de l'assurance maladie de la Sécu, ou pour les gens qui ont leur domiciliation bancaire à la Poste, ils ont un compte en ligne à la Poste. Donc à partir de ces trois sites, on a déjà des informations vous concernant, votre nom, votre prénom, votre numéro de Sécu. Donc l'identification, elle est plus rapide, elle est plus sécurisée. Et une fois que vous vous êtes passé par France Connect en disant, ben voilà, je me connecte par la Poste, amélie.fr ou impôt.gouv.fr, je note les identifiants qu'on me demande, je bascule sur ma demande de retraite en ligne. C'est juste une impression, enfin un conseil que je donne. Je vais vous réinviter pour la même chose, mais vous viendrez avec un petit WhatsApp où on verra concrètement ce que vous dites. Parce que quand on le dit comme ça, au micro, même à la télévision, les gens ne voient pas les manipulations à faire. Donc, on va enregistrer ça et puis on verra sur l'écran, en même temps que vous parlez, tout ce qu'il faut faire et je crois que ce sera beaucoup plus efficace, non? Oui, mais sachant qu'aussi, on a des vidéos sur le site l'assurance-retraite.fr qui expliquent, qui montrent. On a fait des vidéos avec des personnes locales, notamment du personnel de la CGSS, avec une voix off. Les collègues qui font leur demande. Ça, on aurait pu diffuser ça. On va vous la transmettre. Transmettez-nous on va vous la transmettre. Parce que c'est important, parce que quand vous l'expliquez, on comprend. Mais vous savez, si la personne n'est pas devant son ordi en ce moment et en train de déjeuner ou en train de faire autre chose... Alors, pour les personnes qui ne sont pas connectées, pour revenir à votre propos du début, nous pouvons les accompagner. Nous les accompagnons. Donc, on a des contrats civiques qui, le matin, sur rendez-vous, reçoivent, et ou par téléphone ou en physique. Combien de personnes par jour? Il suffit de prendre rendez-vous. Donc, nous en avons plusieurs, un par agence. Donc, après, c'est en fonction... CGSS de la Guadeloupe? Les agences où il y a une permanence retraite. Donc, à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, Bergevin et à Bois-Rive-Pau. Donc, on compose... Pas Petit Pérou. Petit Pérou, non. Nouveau siège... Non, parce qu'on ne reçoit pas. On ne reçoit pas là. Donc 3960, vous prenez rendez-vous, ou on fait directement avec vous en ligne parce que vous vous sentez assez aguerri pour commencer, tâtonner, ou sinon vous êtes complètement perdu, on vous accompagne avec quelqu'un qui le fait en direct avec vous. Quelle classe d'âge est intéressée maintenant par ce que vous dites? Alors, la classe la plus large, ce sont les personnes qui ont 62 ans, donc qui ont
l'âge légal pour partir s'ils remplissent les conditions d'assurance. Mais sinon, tous ceux qui veulent partir ou en retraite anticipée, carrière longue, donc 57, 58 ans, ou les personnes qui sont handicapées, 55 ans et plus, peuvent partir au titre de la retraite, de faire leur demande de retraite en ligne, qu'on soit salarié, artisan ou commerçants relevant du régime social des indépendants. Et je crois que le problème pour les agriculteurs, c'est particulier, un régime particulier. C'est un régime particulier, c'est le régime des agricoles. C'est encore une autre personne qui viendra ici pour nous expliquer ça? Mais si vous êtes... on a la possibilité aujourd'hui, si vous faites une demande de départ au titre du régime agricole, du régime des commerçants artisans, donc le RSI, ou du régime général, donc les salariés, on n'en est pas encore là. Donc il s'est annoncé, mais on ne sait pas encore ce que ça va être. Et donc, ou du régime général, c'est 3 demandes. Vous faites une seule demande pour ces 3 régimes. Et donc, ça peut être fait en ligne. www.l'assurance retraite.fr. Un seul mot. Retraite sans S, hein? Retraite sans S. .fr. Bon, ben Madame Bourri. Ou le 3960 si vous voulez prendre un rendez-vous. Prendre un rendez-vous ou avoir des informations par téléphone. Bien. Ben écoutez, on va faire comme ça, mais je pense qu'une deuxième visite ne serait pas inopportune, compte tenu du problème des gens qui sont déconnectés. Et puis, vous le transmettrez à votre hiérarchie. Il faudra que M. Yakou vienne ici nous explique un petit peu ce qui va se passer. C'est pour Saint-Martin, pour les îles du Nord. Voilà, il est 13h57. Il nous reste 3 sujets et 3 minutes. On va parler justement de collecte avec celle notamment de la ville de Morne-à-l'Eau qui a donc décidé aussi de se mobiliser et de centraliser donc vos dons au marché aux vivres. Un reportage qu'on regarde tout de suite de Chris Kelly. Le collectif s'est mis en place à l'initiative de la délégation du CREFORM du 93, la délégation du CREFORM du 92 qui est présidée par M. René Silo et celui du 78 qui est présidé par M. Eddy Lavigny. Alors nous avons souhaité regrouper nos forces afin de permettre à l'ensemble des acteurs de nous rejoindre pour pouvoir porter de l'aide à la communauté. Nous disons bien, nous essayons de créer une synergie, ramener tous les acteurs, les présidents d'associations, les personnalités qui sont en capacité de nous aider pour rassembler les aides nécessaires aux habitants des îles du Nord. Alors concrètement, la cellule s'est mise en place effectivement ce matin, bien déterminer les tâches, les responsabilités et tous les dons de première nécessité, c'est-à-dire les denrées non périssables. Nous avons pensé à la trousse scolaire, c'est-à-dire les enfants ont perdu leurs cahiers, leurs livres, leurs crayons. Nous avons pensé à soigner les gens qui ont besoin de médicaments. Nous avons pensé aussi à ceux dont on ne parle pas beaucoup, la femme, pour l'hygiène, donc les bébés. Donc tout cela, nous récupérerons tout cela à la Bourse du Travail, au 11 rue Génin, à Saint-Denis, le métro Porte de Paris. Donc nous allons rassembler tous les dons. Il y aura une permanence. Les gens pourront venir déposer leurs dons et puis dans l'hypothèse où la permanence ne sera pas assurée pour une raison X ou Y, il y aura toujours quelqu'un, le gardien ici à la bourse, qui va récupérer les denrées pour les mettre dans le local concerné. Donc on n'a pas de souci, les gens peuvent venir ici et déposer leurs dons, mais j'appelle aussi l'ensemble des présidents d'associations, tous ces acteurs-là à nous rejoindre dans notre démarche. Qu'il n'y ait pas de multiples initiatives. Voilà. Nous parlons de collecte et justement ce matin également à 8h, le CCAS et le CORECA permettaient à la population également de pouvoir effectuer leurs dons aux îles du Nord. Plusieurs points de collecte ont été recensés, le hall Paul Chanchon à Bergevin, la place de la mairie et également la maison de la citoyenneté et du CCAS. Alors plusieurs dons sont récoltés, en l'occurrence de l'eau, des denrées alimentaires sèches et des produits d'hygiène. On fait le point avec ce reportage signé Nicolas Hachi et Jeff Taylor. Ville de Pointe-à-Pitre, à travers la Maison de la Citoyenneté, le CCS et le CORECA effectivement se mettent ensemble de manière à mieux coordonner la collecte pour aider nos amis des îles du Nord. Donc la collecte commence aujourd'hui
On attend, on dit à la population, au Pointois et à toute la population de venir aider nos compatriotes des îles du Nord, mais aussi on voit un petit peu plus largement peut-être qu'au niveau de la Caraïbe, qui a été touché par le cyclone Irma. Alors vous demandez, on va dire, aux Guadeloupéens, mais aussi à quelques entreprises qui peuvent aussi vous aider? Ah oui, alors toutes les bonnes volontés seront bien accueillies parce que je pense que tout le monde est conscient de la nature des dégâts et comment c'est difficile. Alors la collecte aujourd'hui porte sur les produits de nécessité, notamment les denrées sèches, les produits d'hygiène, de l'eau, il en faut beaucoup parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Donc c'est ça, on fait appel à la générosité des Guadeloupéens, au bon cœur des Guadeloupéens. On sait effectivement que nous sommes dans l'arc antillais, nous sommes assujettis aux ouragans, aux cyclones, on a connu cela. Donc le moment est venu pour nous de rendre l'appareil à nos amis de la Caraïbe, enfin des îles du Nord principalement. Alors il faut dire que on ne demande pas d'amener à tous les points, c'est ici à Port-le-Chanson. En ce qui concerne le COECA, en ce qui concerne la ville de Pointe-à-Pitre, en ce qui concerne le CCS, effectivement, il n'y a qu'un seul point, c'est ici. Il y a un communiqué qui est passé, qui a informé tout le monde, de manière, c'est plus accessible, on est plus efficace et voilà, on travaille ensemble de manière à secourir, mais le plus rapidement possible, nos amis des îles du Nord. Merci. C'est dans la boîte. Aujourd'hui, on attend, on dit à la population, au Pointois et à toute la population de venir aider nos compatriotes des îles du Nord, mais aussi on voit un petit peu plus largement peut-être qu'au niveau de la Caraïbe, qui a été touché par le cyclone Irma. Toutes les bonnes volontés seront bien accueillies parce que je pense que tout le monde est conscient de la nature des dégâts et comment c'est difficile. Alors la collecte aujourd'hui porte sur les produits de nécessité, notamment les denrées sèches, les produits d'hygiène, de l'eau, il en faut beaucoup parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Donc c'est ça, on fait appel à la générosité des Guadeloupéens, au bon cœur des Guadeloupéens. On sait effectivement que nous sommes dans l'arc antillais, nous sommes assujettis aux ouragans, aux cyclones, on a connu cela. Donc le moment est venu pour nous de rendre l'appareil à nos amis de la Caraïbe, enfin des îles du Nord principalement. À partir de lundi 11 jusqu'au samedi 16, on est ici à Port-le-Chanson pour aider en tout cas sur la récolte des denrées et autres pour les sinistrés de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Le CORECA n'attend pas l'appel des sinistrés. Le CORECA fait des actions toute l'année et c'est vrai qu'on était déjà en ordre de bataille, on va dire, même avant, pour savoir les besoins, on les estimait un petit peu déjà, quoi. Voilà, vous le voyez, de nombreuses collectes donc s'organisent. Nous verrons notamment dans notre journal de ce soir d'autres collectes, dont celle de la ville de Bémao. En tout cas, voilà, il est déjà 14h. Et on se retrouve demain pour la suite des événements. Et puis, on le dit aux téléspectateurs, aujourd'hui, on n'a pas pu prendre d'appel parce qu'on avait beaucoup d'invités. Mais si vous avez des informations, vérifiez, parce que nous pas passer qu'à mot. Le 96-10, c'est toujours là. Et puis, on va se retrouver demain à partir de 12h30 pour un nouveau ZCL. C'est parti pour toute la semaine. Et il y a de l'information, puis je vous signale, vous le savez, que le président des Français arrive demain, donc probablement il y aura de l'information. Ça vous fait rire votre président? Le président des Français, votre président? Mon président, pas de président. Guadeloupe, on est président. Oui, il y a un président de région quand même, il ne faut pas exagérer. Bon, enfin, ce président des Français d'abord. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Avec Mendy, on s'entend bien, c'est parfait. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures dans le ZCL. Voilà, c'est fini. Président, moi